Salut à tous, ici Nva et Tounavet pour Entre Rôlistes et on est sur le stand de Agathe Studio, la première fois qu'on vous croise et on est à Lyon cette fois-ci pour le Octogone 2026 et on a pas mal de choses à se dire, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. Mais pour commencer, comment ça va? Ça va, c'est super bien. Écoute, c'est les 15 ans du studio. Donc voilà, on a profité d'Octogone pour avoir un grand stand, fêter ça un peu comme il se doit. Ouais, Donc voilà, 15 ans, ça commence à faire. ouais. Voilà. On Et est puis, des adolescents, on est en pleine crise de rébellion. Là, je vois ça, mais surtout que vous avez, on va essayer de passer un peu sur tout, mais vous avez vraiment masse de contenu. Ouais. Parce que, comme je disais, c'est la première fois qu'on vous croise, donc on va essayer de passer un peu sur tout ce que vous avez. Ouais. Et donc, commençons. Commençons peut-être par les nouveautés. Ouais. Alors, on en a pas mal, des nouveautés. C'est vrai qu'on sort d'une grande phase de livraison sur laquelle tous les souscripteurs ont été livrés de pas mal de projets. Ouais. Voilà, certains projets étaient en avance, d'autres étaient en retard. Voilà, mais au bout du compte, on a beaucoup de choses qui sont sorties. Parmi nos nouveaux jeux, voilà, Lex Arcana, Lex Arcana. qui est Hop. ici. Donc Lex Arcana, c'est un jeu italien d'Acheron Games. C'est l'éditeur qui fait notamment Brancalonia, Inferno, enfin un éditeur avec lequel on travaille beaucoup. Lex Arcana, c'est un jeu qui se passe dans un empire romain uchronique. C'est une espèce de mix entre Gladiator et X-Files. Voilà, l'empire romain n'a pas chu. Il existe toujours. On joue après la fin officielle de l'Empire romain. Donc, voilà. Et les joueurs font partie de la Lex Arcana, de la Cohorte Arcana, qui s'occupe de résoudre quelques mystères arcaniques et surnaturels qui surgissent aux quatre coins de l'Empire. Puisque si l'Empire a survécu, il y a bien une raison. Et cette raison est surnaturelle. Et donc, on a un mix de histoire et en plus donc de la magie du coup. C'est ça, histoire et surnaturelle. Donc le jeu a une base historique, celle de l'Empire romain, Ouais. et ensuite a tout inventé après la chute officielle de l'Empire romain, comme si l'Empire n'avait jamais chuté, avait continué à rester au sommet de sa puissance. Parce que Lex Arcana, il y a, je crois qu'il y a déjà, c'est assez complet. Il y a pas mal de bouquins, Ouais. de bouquins originaux, non? Ouais, alors en Italie, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps, Ouais. depuis plus de 10 ans. Ils ont Mhm. sorti énormément de choses dessus, beaucoup de contenu. Nous, là, pour le lancement, on a le livre de base Ouais. qui donne toutes les bases, c'est les règles, Logique. l'univers, tout ça. Et les mystères de l'Empire, qui est un premier supplément scénario qui permet Ouais. de voir un peu tout ce qu'on peut jouer dans Lex Arcana. Ok. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a un suivi de gamme? Est-ce que vous Ouais, pensez bien que vous allez sûr, tous ouais. les faire? Ouais. Oui, normalement, oui. Ouais. Enfin, on fait toujours les suivis de gamme. Donc effectivement, pendant le financement participatif l'année dernière, on avait fait un grand sondage Ouais. auprès des souscripteurs pour savoir quel livre ils voudraient après. Et voilà, on va commencer à travailler dessus. Ce qui était arrivé en premier, c'était La Chute, qui est une campagne. Et l'encyclopédia Arcanis, qui est vraiment le compagnon du livre de base qui décrit l'univers encore plus en détail. En fait. Ok, Et nice. ça va arriver. Alors là, on commence la traduction, tout ça, l'année prochaine. L'année prochaine? Ouais. Ok. Next, qu'est-ce que tu as de beau à nous montrer? Alors dans nos nouveautés, Brancalonia, Ah. toujours traduction d'un jeu d'Acheron Games, 2 nouveaux suppléments, l'Empire contre-claque, la grande campagne pour Brancalonia, et Il était une fois en Italie, qui est un recueil de scénarios. En Italie, donc. En Italie, voilà. C'est quoi le principe de Brancalonia déjà alors, pour commencer? Brancalonia, c'est un jeu 5e édition dans lequel vous jouez des héros, en fait. C'est-à-dire il y a des jeux dans lesquels on joue des héros, mais pas dans Brancalonia. Dans Brancalonia, vous jouez des canailles, des gars qui vont enchaîner des petites missions à 2 balles, histoire de gagner 3 francs 6 sous, qui vont tout aussi vite dépenser dans des tavernes pour picoler et repartir le lendemain vers des nouvelles missions un peu pourries. Qui s'appellent des corvées d'ailleurs, puisque dans Brancalonia, travailler c'est quand même c'est chaud quoi. Voilà. Donc c'est un jeu qui tord le cou un peu à tous les archétypes héroïques de la 5e. Un jeu qui est très humoristique et dans sa manière de jouer et dans son écriture. C'est un jeu rien qu'à lire qui est très très drôle. Voilà, il y a énormément d'idées. C'est bien dans ce jeu-là où on peut jouer des constructions de légumes. C'est ça. Ouais. Les Archimboldo. En fait, l'univers est est inspiré de toute la culture italienne. D'accord. Archimboldo, c'est un peintre. Si vous tapez là, sur Google, Archimboldo, vous allez voir, oui. il a fait des portraits en fait qui sont des assemblages de légumes et on peut jouer des Archimboldo. Voilà. On peut jouer des marionnettes comme dans Pinocchio. Toutes les espèces de Brancalonia sont inspirées d'un pan de la culture italienne. En fait. L'univers de Brancalonia est inspiré de l'Italie. Ça s'appelle l'Italie. C'est l'équivalent de la tour de Pise, mais vraiment en version crade, des personnages aux dents pourries. C'est de la fantasy spaghetti, donc adapté à la Sergio Leone, des western spaghetti. C'est très culinaire quand même comme inspiration. C'est très très culinaire, ouais. Très culinaire. Le dernier financement qui s'est fini il y a quelques semaines,
Monstres et Marmites, c'est un bestiaire doublé d'un livre de recettes. C'est-à-dire une fois qu'on a tué les monstres, comment on les cuisine. Voilà. Ils ont des idées géniales à chaque fois. Le principe est top, le principe est Ouais, top. le Mais, principe et est- d'ailleurs, pareil, c'est une gamme qui est déjà dans sa version originale, qui est assez fournie, non? Il me semble qu'il doit y avoir combien de bouquins il y a en version originale? Alors en version originale, les 4, 7, ils en sont à 10 là. 10 bouquins, ouais. Ils en sont à 10. Alors ils les sortent 3 par 3, donc ça va vite. Là, on a fait le financement pour Monstres et Marmites, c'est trois bouquins en fait. Ouais. Donc nous, ça va nous amener au 7. Et après, on sortira les 3 d'après. Voilà. Vous accrochez. Parce que ça, c'est un truc qu'on on revoit assez souvent chez les éditeurs de comment tu arrives à pouvoir suivre la cadence qui peut être assez extrême de certaines boîtes originales. C'est ça. Et donc, Là, entre guillemets, c'est de la traduction. Donc, une fois que nous, on a les manuscrits, tu vois, on missionne des traducteurs dessus. Et il y a tout un travail éditorial, entre guillemets. Mais ce n'est pas notre création. Ce n'est pas nous qui écrivons tu vois, au fur et à mesure. Donc, en fait, on essaie de tenir un rythme, un peu comme on a fait sur 7e mer, où tous les ans, on fait un financement pour Brancalonia qui fait un suivi de gamme, en fait. Donc là, c'est l'Empire contre Claque qui est arrivé cette année. Vous avez une campagne. L'année prochaine, il y aura le bestiaire. L'année d'après, il y aura toutes les nouveautés. Et on suit le rythme d'Acheron. Est-ce que d'ailleurs, vous traduisez de l'italien vers le français ou de l'anglais? De l'anglais, c'est un peu particulier. On traduit de l'anglais vers le français, puisque Acheron édite en italien et en anglais. Et après, on a des relecteurs qui sont bilingues ou trilingues italien, anglais, français, qui nous guident sur la traduction, parce qu'il y a beaucoup de blagues dedans et de jeux de mots qui sont très liés à l'Italie. En tant que Français, franchement, tu passes vraiment à côté, qui nous explique. Et il y a tout un travail de traduction dessus sur comment est-ce qu'on va réussir à intégrer ce truc-là en français pour que les gens puissent comprendre, en fait. Non, mais tu peux pas comprendre. C'est ça. Mais voilà, non, il y a un gros travail de traduction. Et justement, c'est pour ça qu'on travaille avec des gens qui savent parler italien, qui peuvent regarder les manuscrits originaux pour comprendre les blagues et nous aiguiller sur les bons choix, quoi. Nice. Et parlant, pas vraiment d'Italie, mais tu l'as déjà évoqué, 7e mer aussi. Ouais. Pareil, c'est aussi, il y a pas mal de grosses nouveautés avec une deuxième, troisième édition. Ouais. Troisième édition. C'est ça. Dis-en-nous un peu plus si tu veux bien. Ouais. Alors nous, on est traducteur de la 2e édition, qui est sur ce stand, qu'on a traduit jusqu'au bout. On a traduit tous les suppléments et Chaosium nous a proposé de continuer le suivi de gamme de 7e mer. Alors pas comme traducteur, mais de créer la suite. Et la suite, c'est une 3e édition. Donc on a fait un grand sondage auprès de la communauté 7e mer. On leur a demandé qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Est-ce que vous voulez d'autres suppléments? Est-ce que vous voulez un reboot, tout ça? Et en fait, majoritairement, ce que les gens ont dit, c'est on veut un autre système de jeu. On veut garder le même univers, mais changer de système de jeu. Et la 3e édition, c'est ça, c'est le même univers que la 2e. Donc les livres restent valides dans leur partie lore, mais avec un nouveau système qui est développé, qui est plus proche de ce qui se faisait dans la première édition. D'accord. Donc plus classique. Le système de la 2e édition, il était original, mais très clivant en fait. Est-ce que c'était ce système-là où tu devais assembler des dés pour faire des dizaines, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'était ce que John Wick avait appelé le move and roll et le roll and move. Voilà, c'est ça. Donc move and roll, c'est tu fais ton mouvement et tu fais un jet pour savoir si c'est bon ou pas. Et roll and move, tu fais d'abord ton jet et en fonction du résultat, quel genre de mouvement tu vas faire. C'est ça. Ce qui était très bien pour 7e mer, c'est un jeu de super-héros. C'est un jeu de KPDP, mais bon, basiquement, c'est du super-héros. Donc effectivement, tu n'échoues jamais vu que tu fais ton jet de dés et à partir de ce que tu vas avoir, tu vas faire ton action. Moi, je trouvais le principe vraiment, c'était très original. Ce qu'on a vu, c'était aussi que c'était très clivant, que beaucoup de gens ne jouaient pas à cause de ça. Et bon, après, à un moment donné, partout, on ne va pas se battre. Les gens veulent un nouveau système plus classique. On va faire un nouveau système plus classique. Et donc, c'est un système qui a été fait in-house, que vous avez fait du coup, vraiment, vous, Agathe Studio, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est quoi ce système-là donc? Alors, c'est plus proche de ce qu'on faisait pour la première édition. On garde un peu ce système, les 5 traits caractéristiques de 7e mer, le panache, la gaillardise, la finesse, plus des compétences. Et après, c'est du move and roll, c'est tu fais ton action, tu jettes les dés pour voir. C'est des brouettes de D10, comme d'habitude dans 7e mer. Tu jettes et puis tu regardes si c'est réussi ou pas. Ça reste un système héroïque. Tu joues des personnages très puissants, ça on le garde, c'est dans l'ADN du jeu. Mais contrairement à la 2e édition, tu peux échouer. Sur la 2e, tu pouvais pas, vu que tu faisais ton jet avant de faire ton action, tu n'échouais jamais. C'est vrai. Ou presque, tu pouvais décider volontairement d'échouer, mais bon, globalement, tu n'échouais jamais. Mais toujours en gardant une vraie sensation de puissance en fait. Et on travaille dessus. Alors on a ouvert un journal de développement sur Patreon, gratuit, sur lequel les gens pouvaient suivre le développement du jeu. On a fait les playtests avec eux, des playtests communautaires, en envoyant
diverses versions du système, en ayant énormément de retours. Ça nous a fait gagner un temps. Tu vois, t'envoies ça à des centaines de personnes qui vont jouer un scénar, qui te font des retours. Et voilà, et ça nous permet de bien calibrer le truc. Et là, la prochaine version du kit de playtest, je vais l'envoyer après Octogone aux souscripteurs. Je pense que ce sera la dernière version. On est vraiment sur les peaufinages. Tu vas trouver les bons niveaux de difficulté, mais les bases du système, voilà, on a eu des très bons retours dessus. Voilà. Et donc, si jamais ça marche bien, dans ce cas, il y a une suite qui est prévue encore une ça, fois va y par avoir vous. un Est-ce que Suite Gam. Chaosium va reprendre la main? Non, alors c'est nous qui reprenons la 3e édition. Ouais, donc là, c'est jusqu'à voilà, c'est nous. Alors peut-être 7e mer appartient toujours à Chaosium, c'est juste qu'ils nous ont délégué le fait de faire du suivi de gamme. Voilà, sur un contrat qui dure plusieurs années, on ne sait pas, peut-être qu'après il y aura une 4e édition, mais ce sera plus. Pour l'instant, nous, la quoi. 3e, c'est la vôtre. Pour l'instant, c'est la 3e, c'est la nôtre. Le financement a eu lieu, on est en prolongation là sur Ulule, mais il a eu lieu, ça a été un gros succès pour nous. Et voilà, effectivement, derrière, il y aura un suivi de gamme, puisqu'il y a des campagnes aussi qui sont prévues. Dans la 2e édition de 7e mer, John Wick avait décidé de ne pas donner de réponse à tous les mystères de l'univers. Et nous, on a décidé qu'on allait en donner quand même. Voilà. Et ça va s'organiser autour de campagnes. Pour que, enfin, tu vois, c'est pas juste on donne les réponses aux mystères, mais on donne une campagne pour que les joueurs puissent le découvrir en jeu. En fait. Voilà. Ok. Cool. Alors, est-ce que c'est toutes les nouveautés pour le moment, il me semble, enfin, en tout cas, de ce côté-là? Après, de ce côté-là, ouais, il y a toutes nos nouveautés. Okay, bon, c'est déjà pas mal. Et mais on a Arizona, non, c'est pas vrai d'ailleurs. On a Arizona pour Vermine, qui est l'ultime supplément de Vermine d'ailleurs. Voilà, la gamme se termine. Et Vermine, je connais un peu moins. Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu plus? Ouais, alors Vermine, c'est un jeu de rôle post-apocalyptique qui a été écrit par Julien Blondel. C'est un univers qui se passe dans la France de 2047. Voilà, comme si la civilisation s'était effondrée. C'est un jeu qui est... alors, c'est pas un jeu rigolo comme Brancalonia ou un jeu héroïque comme 7e mer. C'est un jeu qui est très sombre, voilà, dans lequel on joue les survivants voilà, d'une civilisation qui a maintenant disparu après l'effondrement. On essaie de survivre. Voilà. On avait sorti donc la base, qui a un triptyque, il y a 3 livres. Et Arizona voilà, a été écrit pour donner un exemple de setting qu'on pourrait écrire par rapport à tout ce qu'on avait développé, en fait. La gamme, elle est complète. C'est pour ça que c'est le dernier supplément, puisque l'idée après de Vermine, c'est que vous puissiez jouer au niveau local, c'est-à-dire vous imaginez ce qu'est la France de 2047, là où vous vivez, dans la ville où vous vivez. Arizona, ça a été écrit par Benoît Tinos, qui vit en Arizona, donc il a fait cet exercice par rapport à ce qu'il a autour de chez lui. Voilà, ça donne ce petit supplément voilà, qui montre ça. Et voilà, c'est une gamme qui se conclut, comme ça on arrive à faire une gamme fermée. Nice. Repartons sur... Iron Kingdoms. Yes, let's go. Alors, Iron Kingdoms, un jeu de rôle motorisé par la 5e édition. C'est un univers très particulier, je vais pas dire un peu steampunk, enfin bon, voilà, dans lequel. Steampunk, Ouais, il y a un côté steampunk. C'est même un peu plus que steampunk, mais c'est vrai que c'est dieselpunk. Non. Ouais, je sais plus comment. Mais bref, oui. C'est ça. Et voilà, donc on continue. On a sorti le livre de base, le Monstronomicon, qui est un bestiaire. Ouais. Et là, donc il y a eu un premier triptyque qui était sorti. Alors c'est pareil, Privateur Press en version originale, un peu comme Acheron, sur leur supplément par 3 en fait. Et c'est par-delà les confins, donc c'est ce qui se passe aux frontières de l'Empire connu, de l'Empire d'Iron Kingdoms. Et du coup, voilà, ça continue à décrire et à développer l'univers avec le cadre de campagne. Donc qu'est-ce qui se passe? Une boîte à outils pour pouvoir y jouer et une petite campagne, les Ombres de Yos, voilà, qui permet d'utiliser tout ça. Donc suivi de gamme aussi. Ouais, donc encore une fois, c'est... Qui la maison originale pour C'est Privateur Press, ouais. Qui a été racheté. Maintenant, c'est Steamforge Game. Qui feront parce que c'est tiré d'un jeu de figurines War Machine. Ouais. À la base, il y a War Machine. Ils ont fait un jeu de rôle Iron Kingdoms. Qui avait leur propre système d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ils sont passés à la 5e. Ils sont passés à la 5e. Pour leur nouvelle version, ouais. Et du coup, c'est revenu chez Steamforge qui a maintenant et le Wargame et le jeu de rôle. Ok. Voilà, donc on continue aussi, c'est du suivi de gamme. C'est pareil, il y a une gamme très fournie en. Ouais. Et là, pareil, en termes de rattrapage, vous en êtes rendu où par rapport à eux? Eh ben, c'est voilà. Ouais. Là, il y en a vraiment beaucoup plus que. Après, c'est une vieille licence. Enfin, une vieille licence, c'est vieux quand même. C'est ça, ouais. C'est la quatrième ou 5e. Non, 4e édition du jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et comme ils ont sorti 3 par 3 à chaque fois, c'est. À chaque fois, ils sortent le triptyque manuel. Sortent toujours, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, on avait fait un sondage pour la suite. Je crois que c'était Nightmare Empire, si je dis pas de bêtises, qui était arrivé en tête.
Ouais, Voilà, donc c'est pareil, triptyque, l'univers, la petite boîte à outils, la petite campagne qui va avec. forcément, ouais, ça, c'est beaucoup. Mais c'est cool de voir ça. C'est une licence que j'ai toujours regardé un petit peu du coin de l'œil. Après, moi, je suis pas très 5e malheureusement, mais j'ai toujours regardé. Je me suis dit, ah tiens, c'est quand même pas mal. Il y a quand même pas mal d'idées. Ouais, L'univers en général est assez sympathique. l'univers est cool, ouais. Mais Et c'est toujours le même univers depuis la première édition qu'ils ont fait évoluer au fil des gammes en avançant la timeline. Voilà, voilà, il se passe un certain nombre de choses, d'événements. yes. Mais oui, effectivement, mais c'est un univers qui est très particulier. Ce qu'on essaye de faire, nous, sur les gammes 5e, c'est d'avoir des jeux très différents, très marqués. Ouais. Entre Brancalonia, Iron Kingdom ou Draconis, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances. Ah Voilà, bah, carrément. et voilà, on essaye de Mais faire en sorte d'ailleurs- de ne pas s'auto-concurrencer, entre guillemets, tu vois, en poser des qui univers fait très sens. forts. Ouais. Mais d'ailleurs, très bon segway. Nice. Draconis, donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de la gamme? Ouais, Ça va être par ici. alors c'est de la 5e aussi. Désolé. Alors Pourquoi c'est Draconis, 5E? c'est tiré des travaux de Shane, qui est une illustratrice qui avait créé un artbook autour de dragons feel good, mignons, voilà. Ouais. Voilà, une artiste avec un talent énorme, quoi. Mhm. Ces illustrations nous ont énormément inspirés et on a développé donc Draconis, qui est un jeu de rôle feel good et pacifiste, Mhm. voilà, pour faire découvrir le jeu de rôle et notamment jouer avec les plus jeunes. Mhm. Jouer avec nos enfants, tu vois, par exemple. On développe des jeux aussi pour nous, tu vois, mais et voilà, donc l'idée, c'est d'être dans un univers Medfan positif, dans lequel il n'y a pas de combat. Mhm. On essaye de résoudre les choses différemment, voilà, en essayant d'être dans une dynamique très positive pour les plus jeunes. Et c'est vrai que quand on l'a testé, on s'est aperçu que avec les rôlistes, même les rôlistes, les vieux de la vieille, quand tu peux pas résoudre les trucs par le combat, finalement c'est pas si facile que ça. Il y a une vraie difficulté. Dans les jeux Medfan, tu as toujours tendance à tirer ton épée et tout résoudre par la force. Là, c'est Ouais. pas le cas, tu vois. Ouais. Mais parce que d'ailleurs, le principe, c'est que là, chacun des personnages joueurs sont accompagnés d'un petit dragon, c'est ça le. Alors ça dépend de la classe du personnage. D'accord. C'est une adaptation de la 5e. Alors c'est de la 5e simplifiée entre guillemets. Ouais. Ce qui est compliqué dans la 5e, c'est toute la dimension tactique, les battle maps, tout ça. Là, il n'y a pas de combat, donc il n'y a pas tout ça. Ouais. C'est vraiment le cœur du système. Mais on va retrouver toutes les grandes classes de donjons, mais adaptées à la sauce feel good. C'est-à-dire que voilà, on a adapté le guerrier pour que voilà, il y ait une dimension pacifique. Il n'est pas obligé de se battre, enfin, tu vois, forcément de verser le sang à chaque fois. Bon. Bah, Enfin, toutes les classes sont retravaillées comme ça, en fait. Après, c'est là, on pourrait partir sur un débat qui dure des heures et des heures, mais pourquoi dans ce cas utiliser la 5E, qui est quand même pas mal orientée, tactique, baston, etc., pour ce genre de jeu-là? Parce que, alors, déjà, la 5E, en vrai, quand tu retires tout le côté stratégique, elle n'est pas si compliquée que ça. Quand tu as juste ton système de compétences, tu vois, voilà, on voulait en vrai, Mhm. mais il y a beaucoup de gens qui jouent à la 5E. Oui, Tu vois, je dis pas que ça fait pas de sens, parce que c'est quelque chose qui est familier pour beaucoup de rôlistes. C'est ça. Forcément, c'est une porte d'entrée qui est très facile. c'est ça. Mais c'est vrai que là, que je verrais, il y aurait d'autres systèmes qui pourraient aussi très bien marcher. Mais Ouais, c'est ça. Mais là, en c'est fait, un en vrai, débat. si tu joues déjà à la 5E et que tu prends Draconis, tu connais déjà le c'est système, vrai, donc tu peux déjà faire jouer des gens. En évidemment, fait. évidemment, ouais. Et en fait, en vrai, sur tous les systèmes, tu vois, nous, c'est la 5e édition se vend, quoi, en France. Tu vois, Ouais. est vraiment bien, les Malo- gens la connaissent. Malheureusement. Il y a ouais. plein d'univers qui sont différents. Après, je comprends, hein, c'était un choix aussi. Ouais. Mais voilà. Et on était parti là-dessus. Et après, en termes de game design, il y avait un petit défi aussi, tu vois, d'essayer de transformer ça et C'est vrai. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, comme proposition. Ouais. Et c'est magnifique. Oui, C'est vraiment alors ça, Là, après, c'est, voilà, le talent de Shane, tu vois, c'était. Parce que là, j'avais récupéré je pense que j'avais pas héritage. Ah, la première, celle là-bas, j'ai récupéré L'appel de l'aventure, hein, l'appel de l'aventure, ouais. qui était une campagne d'initiation, enfin, Ouais, qui est ouais. toujours d'ailleurs une campagne d'initiation. Voilà. Et c'est vrai que sur cette gamme-là, on a décidé de commencer par la campagne avant le livre de base, Ouais. en se disant, voilà, quelqu'un qui connaît pas le jeu de rôle. Alors, à la base, on a pensé un peu l'univers en se disant, les gens qui vont principalement l'acheter, c'est les gens qui suivent le travail de Shane, donc pas forcément des rôlistes. Pour commencer, en fait, si tu commences à leur donner un livre de base en disant apprends les règles, crée tes scénars, c'est un peu compliqué. Donc on a proposé une campagne clé en main. Tu fais tes premiers pas, tu découvres le jeu de rôle comme ça. Une fois que tu l'as fini, le livre 2, c'est le livre de base, tu peux commencer à développer tes propres histoires. En fait. Ouais, non, mais c'est pas bête. C'est vraiment, je pense que c'est une bonne idée, surtout que l'appel de l'aventure, je trouve que le scénario, il marche bien dans ce côté, parce que tu joues des enfants, du coup. quoi, Oui, c'est ça, des jeunes, qui, ouais, qui découvrent un petit peu leur. Là, ils ont tous un compagnon dragon, là, il me semble. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul. Ouais, il n'y en a qu'un seul qui a un compagnon dragon. Ouais. Dracavitis. Faudrait que je le relise. Mais bref, tu avais cette histoire où, comme quoi, tu avais vraiment l'appel de l'aventure, tu as vraiment ce début d'aventure qui marche super bien pour un truc d'initiation, quoi. Donc, Ouais, on a eu des bons retours, nous, dessus. ça me On a donne. des gens qui l'ont joué. Enfin voilà, on l'avait pensé dans la boîte pour être vraiment clé en main. Tu sors, voilà, toi, tu as les pré-tirés, tu sors toutes tes aides de jeu, tout ça.
Et c'est vrai qu'on avait aussi travaillé, toi dans la boîte, il y avait Le Cœur de la Vallée, qui est un livre dont vous êtes le héros, qui te permet d'apprendre le système de jeu en jouant, en fait. Sans avoir à lire. Enfin, encore, on essayait de penser les trucs pour que porte ce soit le d'entrée, plus mais simple possible. super easy. Simple et lisible. Ouais. Et après, pour les rôlistes confirmés, bah voilà, Héritage, qui est le livre de base, plus classique, dans lequel on va retrouver une partie univers, partie règles, développer les Top. choses. Est-ce qu'on changerait pas totalement d'ambiance? Inferno. Inferno. Ouais. Allez, Un jeu positif et feel good aussi. Ce sont entre du coq guillemets. à l'âne des enfers. Ouais. Alors, Adaptation de la Divine Comédie de Dante. Alors, Acheron Games, nos amis italiens, toujours. C'est un jeu qui a une proposition en termes de direction artistique incroyable, je trouve. Enfin, les illustrations d'Inferno, les couvertures, l'intérieur, c'est assez ouf. Et il y a un vrai travail d'adaptation de la Divine Comédie. C'est-à-dire que c'est un jeu campagne, c'est un one-shot, il n'y a pas de suivi de gamme de prévu. Vous avez 2 livres, un qui vous décrit l'univers, un qui fait la campagne. Et voilà. Et donc les joueurs se réveillent amnésiques aux portes de l'enfer. Il va falloir qu'ils traversent l'enfer pour essayer d'en sortir. C'est pas un dungeon crawler dans lequel c'est genre un niveau, un donjon. C'est plus narratif que ça, puisque voilà, sur le chemin, ils vont devoir trouver la sortie de l'enfer, mais aussi trouver la rédemption. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas trouvé la rédemption avant la sortie, ils ne pourront pas sortir de l'enfer. Il va falloir qu'ils rachètent, qu'ils se rachètent de tout ce qu'ils ont fait pendant leur vie humaine, en fait. Et donc voilà, donc ils se réveillent amnésiques. Pendant le jeu, ils vont découvrir un peu ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'ils sont là, comment est-ce qu'ils peuvent se racheter. Mais ouais, la DA de ce jeu, je l'ai vu passer. Et là, pareil, je me suis dit, mais c'est dingue. Elle est ouf. Voilà, donc les là, images, c'est toutes les classes de donjons en fait, qui sont adaptées. Alors, contrairement à la 5e, vous n'avez pas le choix entre tous les archétypes. Vous avez un archétype par classe. Là, par exemple, c'est le roublard. Oui, c'est ça, ouais. Donc, qui est devenu le bouffon. Pardon, pas le roublard, je dis n'importe quoi. Le barde, qui est devenu le bouffon. Et donc, à chaque fois, il y a toujours... chaque classe est liée à un arc narratif. Ils sont en enfer pour une raison bien précise, qui est liée à ce qu'ils ont pu faire et qui est liée à leur profession, quoi. Donc, et là encore, une DA de ouf. Et donc le jeu, c'est un diptyque. Il y a ces 2 livres-là. Et puis, nous, on avait fait un coffret collector avec tous les accessoires si vous voulez jouer la campagne. Les battle maps, les pions, les cartes de la jeu, campagne, parce que là, il y a le diptyque, donc tu as le guide. Ah oui, guide le et guide campagne. de l'enfer, c'est l'univers. Et les récits inédits, c'est la campagne. D'accord. Et une fois que les joueurs sont sortis de l'enfer, c'est la fin de la campagne, c'est la fin d'Inferno. Ce qui fait logique. Vraiment, c'est un one-shot, en fait. Parce qu'il n'y a pas de suite vraiment qui est prévue ou... Non, il n'y a pas de suite de prévu. Apocalypse, qu'on a sorti, une espèce de spin-off. Mais voilà, ça reste 2 jeux quand même différents. Enfin, c'est un spin-off, c'est-à-dire qu'il y a une petite règle dedans, c'est si vos joueurs sont sortis de l'enfer, ils vous disent comment les réutiliser dans Apocalypse. Mais bon, voilà. Les pauvres gars, quand ils sortent de l'enfer, après, mais non, voilà, ça reste un one-shot et c'est un jeu... la campagne est vraiment c'est une vraie adaptation de l'enfer de Dante, en fait. Tu sens que les auteurs, ils connaissent le manuscrit, ils l'ont lu, enfin voilà. Mais c'est encore une fois, c'est aussi par contre adapté, c'est adapté de la 5e, donc c'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal. Non, c'est ça, ça reste de la 5e. Voilà, ça reste de la 5e. Donc c'est quelque chose que les gens connaissent, comme d'habitude, un peu comme Draconis. Ouais, c'est ça. C'est assez facile d'entrer dedans. C'est assez facile de saveur. Ouais, c'est ça. Et un peu comme Draconis, pour moi, c'est plus une campagne qui est très basée sur la narration et le roleplay, en fait. Donc finalement, on peut y jouer sans tout le côté tactique de la 5e. Voilà. Alors les règles sont prévues pour jouer le côté tactique si vous le voulez. Ce qui marche bien. Ça marche bien. Mais c'est loin d'être obligatoire. Et voilà, moi quand j'ai joué la campagne comme joueur, en fait, c'était vraiment... la 5e était juste une base, mais on a vraiment joué en mode roleplay, roleplay, ça marchait. C'était avec les images et tout, mais la DA est juste... non, mais la DA, ils font un travail à Acheron, c'est assez incroyable. La suite, on va passer de l'autre côté. On va passer de l'autre côté. Suivez-moi. Donc la suite, on va voir, est-ce qu'on commencerait pas par Esteren? Ouais, tout à fait. Alors Esteren, écoute, c'est les 15 ans d'Esteren. Voilà. 15 années. Du coup, les 15 années du studio, les 15 années d'Esteren. C'est ça, tout à fait. Avec un cycle qui s'est terminé, il y a Déargue 2, la deuxième partie de Déargue qui est sortie, qui a été livrée aux souscripteurs là, en début d'année. Et alors voilà, Déargue, c'est une longue histoire pour le studio. C'était de mémoire le premier financement participatif du studio sur la première partie.
voilà, avec les erreurs qu'on fait dans les premiers financements participatifs, tu vois, la campagne qui n'est pas finie, il faut écrire le volume 2, qui est arrivé plusieurs années après, voilà. Mais là, bon, du coup, c'est complet. Ok. Alors, Et, avant, je te coupe un petit peu. Est-ce ouais. que tu peux nous rappeler ce que c'est les Ombres d'Estérène? Alors, Les Ombres d'Estérène, c'est un jeu de rôle fantasy, horreur gothique. Ouais. Bon, basiquement, alors c'est pas du tout un jeu héroïque à la Dragon, voilà, Donjons et Dragons, c'est vraiment un jeu de drama en fait, dans lequel on joue des personnages qui ne sont pas des héros, qui sont dans un univers qui est plutôt hostile, Mhm. voilà, à qui il va arriver des trucs vraiment pas cool d'une manière générale. Et là encore, on change vraiment d'ambiance. On Ah est ouais, passé de Brancalonia, en passant par le Gentil Dragon, C'est Inferno, ça. et là on montre encore un autre Voilà, c'est ça. pavé. Là. Non, mais c'est Voilà, tu vois là sur l'artbook, tu as le personnage d'Ildiane qui est en train de pleurer. Bon, le pleur reste quand même voilà, un peu au centre de tout le drame voilà, qui est dans des hargues et aussi Ouais. qui est voilà, inhérent à Esteren. C'est vraiment un jeu qui se base sur le roleplay, voilà, c'est voilà, le jeu historique du studio. Ouais. Voilà, tu vois toute la gamme, parce que c'est un jeu sur lequel on a aussi beaucoup travaillé tout le côté transmédia. Donc il y a des bandes originales, il y a de la musique, il y a un petit jeu de plateau, voilà, il y a un livre dont vous êtes le héros. Enfin, Il y voilà, a de la bière. il y a de la bière, ouais. Transmédia, la bière. Transmédia, voilà. La bière est un média. C'est ça. C'est important. Yes. Et ce n'est pas de la 5e. Ce n'est pas de la 5e. C'est un système dédié qui a été créé pour le jeu et qui a été créé notamment pour gérer tout ce qui est santé mentale. Enfin voilà. Ok. Et là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de contenu là aussi. Ouais, bah, c'est un jeu qui a 15 ans, hein, donc tu vois, on a eu le 15 temps ans de de contenu, sortir ouais. un certain nombre de trucs. On a un financement participatif qui est en cours, le financement des 15 ans d'ailleurs, avec Ouais. un petit supplément là, qui va sortir. Et si vous voulez découvrir le jeu, on a des packs intégrales voilà, qui vous permettent de découvrir sur des offres avantageuses. Voilà, c'est un peu notre jeu phare, hein, STRN quand même. Parce que d'ailleurs, pour commencer, qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer? Si jamais tu veux rentrer dans STRN, là aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Alors, pour commencer, si vous voulez découvrir, le PDF de prologue est en téléchargement gratuit sur Drive-Thru. D'accord. Dedans, vous avez 3 scénarios, Ok. les bases de l'univers, les bases du système. Ça vous permet déjà de faire 3 scénars avec des pré-tirés et de découvrir si le jeu. C'est gratuit. Voilà. Donc, Pas d'engagement. il n'y a pas d'engagement. Et c'est assez typique de tout ce qu'on peut jouer dans les ombres d'Esteren, en fait. Ok. Et après, bon, le livre de base, évidemment. Et Est-ce c'est que vrai vous avez un starter set peut-être ou un kit Non. d'initiation, quelque chose comme ça? Ouais, Prologue était un kit d'initiation à l'époque, tu vois. Alors c'est pas une boîte comme ça se fait Ouais, maintenant, mais voilà. Si on le refaisait aujourd'hui, ça prendrait plus la forme d'une boîte, mais voilà, là Ouais. c'est un petit livret qui fait 80-90 pages, quoi, mais Ouais. où il y a vraiment tout ce qu'il faut, pour jouer, quoi. Et donc, c'est quoi la suite maintenant d'Estérel? Parce que là, vous avez rendu à 15 ans, donc 15 ans de matériel. Est-ce qu'il y a une suite ou est-ce que c'est. Ah bah oui, on Ouais, va une suite, continuer, on continue. Bah, Déarc, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et puis après, voilà, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Je vais éviter de faire des annonces voilà, vrai, sur lesquelles on ne s'engagera pas. Exclusivité, tendez bien l'oreille. Il y en a pas. Alors c'est vrai que non, mais STRN, c'est le premier jeu qu'on a sorti. Tu vois, on fait toujours des erreurs, toi, à l'époque, et c'est vrai qu'on s'est enflammé. Il y a eu des annonces qui ont été faites, tout ça. On ne Ouais. fait plus d'annonces. Il y aura une suite à STRN, on travaille dessus. Vous verrez bien quand ça sortira. Ouais. Mais oui, non, mais effectivement, c'est un jeu qu'on va continuer à faire vivre. Ouais. Tu vois, ça reste une gamme qu'on veut continuer à développer. Et c'est pour ça qu'on parlait de fin de cycle. Déarc, c'est la fin d'un cycle. Il y en a un autre qui va s'ouvrir et il va se passer d'autres choses, quoi. Nice, nice. Et finalement, Tainted Graves. Ouais. Tented Grail. Alors, dis-nous tout C'est là-dessus. pas de la 5e non plus. C'est pas la 5e. Yes. Enfin, je veux dire, la 5e, ça peut être bien aussi. Hein. Ouais. Ça peut être bien. Alors, Tented Grail, c'est un jeu de plateau à la base, hein, édité par Awaken Realms. Et voilà, on a travaillé avec eux pour faire l'adaptation en jeu de rôle de ce jeu de plateau. C'est un jeu, c'est une transposition un peu en dark des légendes arthuriennes. En fait. Un Pendragon vraiment, vraiment dark, motorisé par le système des ombres d'Esteren. On retrouve le côté dark hein, dans les deux. On retrouve la pluie, la brume aussi. Est-ce qu'avec un studio ça va? Oh, mais non, on est dark. Non, c'est ça. Non, mais non, on a Brancalonia et tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'entre Esteren et Tented Grail, en termes d'ambiance, il y a quand même il y a une passerelle quand même quoi, qui a été faite. Parce que d'ailleurs, le jeu est aussi, là je pense maintenant, mais il est aussi transmédia celui-là, parce qu'il y a des jeux vidéo qui ont été faits. Oui, c'est ça. Ouais. Awaken Realms, ils font le jeu de plateau, des jeux vidéo. Mmh. Il y a plusieurs extensions. Effectivement, ils sont sur le côté transmédia. Et le jeu de rôle, c'est nous qui le développons. Là, on a sorti la boîte de base, en fait, enfin le livre de base et la boîte avec tous les accessoires. Ouais. C'est le début. Et on a sorti un jeu de rôle solo, puisque en fait, quand on a lancé la souscription, beaucoup de gens nous ont demandé un mode solo, en fait. Alors, je pense que parce que c'est lié au jeu de plateau. En jeu de plateau, il y a de plus en plus de solos qui existent. C'est vrai. Et du coup, pour nous, ça a été l'occasion aussi de développer notre premier jeu solo, en fait. Ouais. Ah oui, parce que là, ce jeu, pareil, c'est une création française. C'est une création. traduction, ouais. Non, c'est pas une traduction. Enfin, on mais l'a du créé à partir de l'univers Mmh. développé par Awaken Realms. Ils nous ont donné tous leurs documents qu'on a étudiés. On a tiré un jeu en fait à partir de là.
Et on a développé le solo par rapport à ça en fait. Parce que Voilà. d'ailleurs, petite question par rapport à ça, quelle était votre liberté par rapport à la création, si jamais vous vouliez ajouter des choses? Est-ce que vous étiez libre ou est-ce que c'était, il Alors, y avait quand même des ouais, vérifications? plus ou moins. Alors en fait, il y a toute une timeline, toute une chronologie dans Tented Grail en Ouais, fait, en fonction des jeux de plateau, des jeux vidéo. Et on a, on va dire, une période. Donc, par exemple, le jeu de rôle se déroule 100 ans après les événements du jeu de plateau de Fall of Avalon. mmh, Et là, on est libre en fait. Mais sur d'accord, ce créneau de 100 ans plus tard. On ne OK, fait pas de trucs qui se passent avant ou après, ça mmh, c'est le jeu vidéo, d'autres extensions qui le font. OK, Mais sur les 100 ans, on est relativement libre. Et après, on leur envoie ce qu'on veut faire, histoire qu'ils s'assurent que ce ne soit pas incohérent avec ce qu'eux ont prévu. Mais mmh, voilà, mais à partir de là, sinon, OK. Mais on ouais, était quand même relativement libre, tu vois. mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines IP comme ça qui sont un peu compliquées où tu as besoin, là je pense à un truc genre Warhammer par exemple qui est un peu plus regardant là-dessus. Donc comment ça se passe de travailler avec, Ah bah, bah du coup, avec Broken. c'est comme à chaque fois qu'on travaille avec un éditeur comme enfin toi comme pour Septième Mer, Brancalonia Ouais, où on crée du contenu, c'est on leur envoie en fait ce qu'on a fait. Alors ouais. enfin on leur envoie non, c'est pas vrai parce que ça coûterait un peu cher à traduire. On leur envoie une bible qui résume ce qu'on veut faire en fait, Ouais, qui est plus ou moins longue. OK. Tu vois là je sais pas sur Tented Grail, la bible elle fait peut-être 30-40 pages et ils nous valident à partir de là. Et Mmh. nous on développe après le manuscrit Bien sûr. qui doit être cohérent avec ce que eux ont validé en fait. Mmh. Voilà, quand on fait des illustrations, il les valide pour être sûr que, enfin, tu vois, on ne propose pas une couverture en mode Mmh. Draconis avec des paillettes partout, ce serait pas du tout Voilà, il vérifie, mais sinon après on est relativement libre. Et le fait qu'on soit dans une période bien dédiée Ouais. au jeu de rôle, voilà, on sait. Parce que ça d'ailleurs, je fais encore un parallèle avec Septième Mer, Brancalonia et Lex Arcana. Ouais. Est-ce qu'il y a des créations purement françaises ou c'est que de la traduction? Alors nous, on fait toujours des petites créations françaises Création derrière. française? Ouais, ouais. Alors c'est plus ou moins, tu vois, dans Brancalonia, dans Il était une fois en Italie, il y a 2 scénarios originaux français, Ouais. tu vois. Des fois, c'est juste des petits scénarios qu'on ajoute. Sur Septième Mer, il y avait pas de quasiment pas de scénario, en version originale. C'est nous qui Ouais. avons écrit et développé tous les scénars. D'accord. La campagne, Le Prix de l'Arrogance, c'est nous qui l'avons fait aussi. OK. Donc tu vois, c'est plus ou moins en fonction des éditeurs. Sur Inferno, on a rajouté 2 petits scénarios originaux. Mais tu vois, bon, c'est dans une campagne qui se termine, donc on a inséré 2 scénarios optionnels. Mais tu vois, mais en général, au moment où on négocie toujours pour avoir un petit droit de création. En fait, Ouais. voilà. Et en fait, voilà, très honnêtement, le seul éditeur avec qui on peut pas, c'est Onyx Pass, qui fait les Chroniques des Ténèbres, où on ne peut pas faire de créa original. On peut traduire que ce qu'ils font eux. Voilà, on le fait parce qu'on aime bien leur jeu. Mais sinon, à part ça, à chaque fois, on a toujours cette petite liberté de manœuvre. On aime bien. Voilà. Non, mais c'est bien, ça permet d'apporter un peu votre touch, la Oui, c'est ça. French touch. Oui, c'est ça. Mais, Puis tu vois, typiquement, Septième Mer, la 3e édition, je pense que si on n'avait rien créé, Chaosium ne serait jamais venu nous voir pour nous proposer de développer la suite. c'est vrai. Ils sont venus nous voir s'ils ont su que, voilà, on a écrit une campagne, on a développé plein de scénars, ils ont vu les couvertures alternatives qu'on a faites. Voilà, c'est aussi, tu vois, pour nous, c'est un peu une carte de visite aussi, tu vois. Voilà, OK. Euh, Peut-être un dernier sujet qui est pas sur le salon, ouais. Morkborg. Alors Eh je ben, suis écoute, un le petit peu, financement, c'était en novembre. ouais. Là, en termes d'édito, on est en train de passer les relectures maquettes actuellement. Donc en gros, ça veut dire que ça part en fabrication le mois prochain. Ah ah. Voilà, et donc ça va être livré avant la fin de l'année. Pas trop galère la remarketing Non, alors non, la maquette ça va. Après, c'est Ouais. sur la production, il y a un gros taf. Enfin, Ouais. Morkborg, alors ça se voit pas sur les PDF, mais pour celles et ceux qui ont vu les livres, enfin, il y a des vernis, il y a des pages qui sont un peu imprimées différemment. Voilà, donc voilà, donc on va travailler avec je crois si je dis pas de bêtises, mais on va travailler avec le même imprimeur que la version originale. Donc ils connaissent la version originale, c'est déjà ça. Mais ouais, il y a un travail de fab très très pointu dessus. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre exactement, mais normalement les souscripteurs sont livrés avant la fin de l'année. OK. C'est bonne nouvelle ça, parce que je suis un peu un très gros fan de Morkborg. Ah, Donc, j'avais fait une grosse vidéo pour la version anglaise quand elle était parue il y a 2-3 ans. Et là, quand j'ai vu passer Agathe, Morkborg, ouais. Mais Yep, yep, franchement, yep. on a galéré. On les a contactés parce qu'on était fans du jeu, on était fans de la direction artistique de ce qu'ils Ouais. ont fait. Et au départ, ils voulaient pas en fait qu'on fasse. Ah ouais. Et on a dû faire des tests. Ils nous ont envoyé des documents qu'on a dû maqueter, traduire, maqueter. Tu vois, la maquette, elle est très particulière. Donc au niveau des choix de traduction, du Ouais, nombre de ouais. mots, tout ça. Et en fait, on leur a envoyé des trucs pour qu'ils valident. À un moment donné, ils se disent ouais, bon, d'accord, ok, vous pouvez. Mais tu vois, et Ah ouais. c'est le seul éditeur qui nous a jamais demandé, toi, de faire un test de maquette, ça n'arrive jamais. Mmh. Et c'est vrai que la proposition de Morkborg était tellement spécifique que voilà, ça a été. C'est dur avec ces genres
Livre-objet, livre-artiste, Ouais, c'est ça, ouais. ouais, c'est vraiment spécial. Mais quoi, nous, on c'est- adorait. Enfin, après, c'est pareil, c'est un style. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Morgborg, c'est moche, tu vois, entre guillemets. Enfin, c'est un style très clivant aussi. Ah oui, Et nous, ouais. on adore. Enfin, pour moi, c'est un jeu qui a. Enfin, bon, maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sont inspirés de Morgborg, bah mais à maintenant. l'époque où c'est sorti, Ouais. on n'avait jamais rien vu de tel, en fait. C'était. Ouais. C'était Bah, il a un génial. peu imposé une. Enfin, en Ouais, tout cas, il a imposé. ouvert un peu les portes vers ce même genre de, C'est ça, ouais. même genre d'écriture. Donc, ouais, non, carrément. Et donc, du coup, carrément. voilà. Et bah, nous, on va continuer. Alors, là, Morgborg, c'est pas que le livre de base, hein, c'est toute la gamme, en fait, officielle qu'on a traduite. Et on va faire Cyborg après aussi. Ouais, ah, vous Ouais. avez aussi celle-là? Ouais, c'est ça, ouais. Alors après, les jeux Borg, c'est un peu comme la cinquième, c'est un système de jeu ouvert. Donc il y en Ouais. a. Arkane fait Pirate Borg, hein, par Ouais. exemple. Et je pense qu'ils vont faire d'autres jeux Borg aussi. Voilà, c'est un système facile, très facile d'accès. Ouais, ouais, ouais. Voilà, pour jouer. C'est pas là de la cinquième édition, pour du coup, c'est vraiment très simple. Et voilà, avec des fois des propositions très très sympas en fait. Mhm. Cyborg fait partie des propositions Ouais. assez cool. Qui, ouais, qui a du charme. Ouais, Un charme c'est ça. particulier, un Oui, c'est charme ça. qui dégouline un petit peu la crasse et le dégueulasse, Ouais, c'est ça. mais le charme quand même. Ouais, mais en fait, en vrai, toi, ça reste un petit jeu indépendant suédois. Et alors, toi, notre Ulule, on a fait un bon score dessus. Il y a eu Ouais. beaucoup de souscripteurs. Donc, non, c'est vraiment. Et ça, c'est un jeu qui m'a. Quand j'ai vu arriver en français, je me suis dit, ouh, c'est un peu casse-gueule. Parce Ah, que, c'est- tu sais, enfin, c'est tellement nouveau comme truc. Ouais. Parce qu'il y avait, si, il y avait quand même ce petit studio qu'on avait, Maison Nébuleuse, qui avait fait Célène Oscure, qui est Ouais. une sorte de, qui a repris Morgborg. En fait, c'est le Ouais. premier Morgborg-like qui arrivait en France avant Morgborg. Ouais. Mais même avant ça, genre, il n'y avait rien d'autre, quoi. Genre Non, là, c'était- prendre Morgborg, se lancer là-dedans, c'est en mode, fou, C'est ça. Mais après, c'est aussi. Enfin, c'est pareil. franchement, dans le studio, on a fait des gros succès, toi, sur Tentel Grail ou sur Septième Mer, par exemple. Ouais. Entre guillemets, ça sponsorise des petits projets comme ça. Où on se dit, écoute, si on se prend une veste sur Morgborg, c'est pas grave, on a d'autres gros projets qui Ouais. nous permettent de le faire. Et il y a des projets comme ça sur lesquels on se lance juste parce qu'on est fan, tu vois. Le mois prochain, on lançait Louvaton, qui est un jeu de cartoon. Je sais pas du tout comment ça peut marcher un jeu de cartoon. Ça se trouve, on va se prendre un gros bid là-dessus, tu vois. Mais tu vois, il y a une DA, une proposition, tu vois. On se dit, bon, écoute, c'est pas grave, tu vois. Ça reste un petit jeu, ça reste un petit format quand même. Ouais. Alors, tu vois, c'est pas un pavé C'est vrai, comme la tétralogie il y a Dragon. 90 pages, 60 pages. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, il y a un gros travail visuel. Ouais. Mais en termes de traduction, on va dire du prix de la traduction et de la Ouais. relecture, c'est pas excessif. Le jeu va vraiment à l'économie de mots. Et en plus, pour passer dans la maquette, il faut aller à l'économie de mots, de toute façon. Ouais, c'est terrible, 20% de français en plus. Ouais, ben là, il a fallu qu'on travaille bien il a fallu qu'on ouais. réduise 20%, c'était pas possible, c'était trop pour certaines pages en fait. Mais on avait vu un petit peu avec Arcanisium qui avait fait les Pirates d'Orgue. Ouais. Et pareil, ils disaient la même chose, ils avaient galéré sur certaines pages où ils étaient en train d'essayer de faire rentrer. Tu avais une page où tu avais juste un mot qui était mis sur tout le dialogue, la diagonale de la page. C'est ça, ouais. Ça passe pile poil comme il faut en anglais et en français. Non, j'ai 3 lettres en plus. Qu'est-ce que j'en fais de mes lettres? C'est ça. Mais il y a un gros travail de traduction là-dessus. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est super intéressant. Ouais. Après, d'aider à trouver les bons choix de mots. Si ça passe pas, faut que tu changes. Faut que tu changes de mots. En gros. Ouais. Tu trouves un truc qui ait le même sens. C'est vraiment très cool. Ouais. Donc, ouais, C'est un bon, chouette on pourrait en projet. parler des heures, mais C'est ça. je pense que je t'ai embêté pendant suffisamment longtemps. En tout cas, merci beaucoup pour cette Mais grosse merci à présentation. toi. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que première fois qu'on voit Agathe sur notre chaîne, donc C'est ça. on va Écoute, pouvoir voir tout notre oui, gamme. voilà, c'est vrai que Octogone en octobre, c'était pas la période idéale pour nous. Et là, sur la nouvelle date est bien. Donc, Ouais, enfin, en bon. tout cas pour nous. Nickel. Ça convient peut-être pas à tout le monde, mais c'est vrai que pour l'équipe, c'était cool. Et puis voilà, ça nous permet de fêter les 15 ans aussi du Absolument, studio. ouais. Donc, Donc, c'est joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Bon, bah du coup, merci à vous tous d'avoir regardé. Avec ça, je vous souhaite une bonne soirée, journée et tout le reste, et surtout des bons jeux.